Bon, merci déjà pour cette interview. Cette interview fleuve. Ça a l'air d'être reparti, Émilie. Hop, il y a un retour. On l'a revu ensemble là. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas ce que j'ai dit. Ah, pardon, on n'entend pas Émilie, on me dit. Très emmerdant. Euh, tu Alors t'imagines moi, que de mon côté, toi tu m'entends, c'est ça? tu viens de parler depuis. Ouais, il y a que moi qui t'entends. Tu viens de parler depuis 5 minutes pour rien, mais Ah merde. je pense qu'en activant le bon micro, ça devrait aller mieux maintenant. Moi ou Non, moi. à toi? Ouais, ouais. Non, non, je devais penser à le faire. Et comme j'ai très, très transpiré avec les problèmes de démarrage, c'est un peu le souci. Ok. Du coup, Du coup, tu as tu dit peux me plein de confirmer choses que les hyper gens intéressantes que m'entendent? personne n'a entendu les choses hyper intéressantes que tu as dit. Ben, je peux les redire, c'est pas grave. C'est, Mais maintenant, ça y est, on m'entend ou pas? alors, si vous pouvez me confirmer dans le chat qu'on entend bien. Merci Isaac au fait d'avoir remonté ce souci-là. Ça faisait partie des contrôles. Merci Isaac, c'est bon maintenant. Super. Ok, d'accord. Ok, Donc maintenant, tu peux j'ai... te lâcher, tu peux te faire plaisir. C'était une partie de chauffe, D'accord. tu vois. Si tu as senti que c'était moyen, Ouais, là, tu peux tout défoncer. Nickel. ok. Donc déjà, j'avais commencé par dire que j'étais en train de me remettre des suites du Covid que j'ai chopé fin décembre. Donc si il y a des moments où je mets du temps à chercher mes mots, bah, c'est pas que je suis devenue bête pendant les fêtes, c'est juste que je suis en convalescence en fait, mais que j'avais quand même envie d'être là avec vous aujourd'hui. Ensuite, on a repris la question d'Aldéric. Ah oui, mais toi, ils t'ont entendu de toute façon, les gens. Moi, ils Dans ta m'entendent, oui. question, ils l'ont entendu déjà. Oui. Et Ok, puis ils l'ont à d'accord. l'écran. Je Ils vais l'ont à pas faire l'écran. de la redite là-dessus. T'as pas le Euh, retour, mais ils l'ont à l'écran. d'accord, ok. Donc, sur l'auto-organisation, effectivement, qu'un dirigeant discute avec ses équipes, c'est forcément bien. Si c'est fait dans un état d'esprit de vraie communication, c'est-à-dire que c'est bilatéral, que chaque partie peut dire ce qu'il a à dire. C'est pour ça que je parlais dans le chat tout à l'heure de sécurité psychologique. Euh, il faut que ce soit quelque chose qui marche dans les deux sens, que quand le dirigeant partage ses inquiétudes, qu'il écoute aussi ce que les équipes ont à dire. Euh, le dirigeant, il a un rôle très particulier dans l'auto-organisation, c'est que c'est lui qui va définir le quoi. Euh, et l'équipe, finalement, définit le comment. C'est ça le principe de l'auto-organisation. Mais si le quoi n'est pas bien défini, alors l'équipe ne peut pas s'auto-organiser efficacement puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle doit atteindre au final. Et bien souvent, j'ai vu que ce soit des dirigeants ou des managers euh, définir des objectifs qui sont difficilement reliables avec ce que chaque collaborateur fait au quotidien. Par exemple, gagner 10% de part de marché. Comment je relie ça à ce que je fais dans mon quotidien en fait. C'est compliqué. Euh, donc c'est la définition du quoi est particulièrement importante. Et je pense que les dirigeants et les managers, plutôt que de passer du temps et de l'énergie à se mêler de comment les équipes s'organisent pour atteindre ces objectifs, ils devraient plutôt passer du temps à rendre ce quoi, ces objectifs-là, les plus clairs, les plus lisibles, les plus compris, partagés, alignés possibles, en fait. Voilà. Aligné, c'est Euh, pas mal. J'ai envie de rebondir sur le mot aligné parce que ouais. l'objectif du manager, donc c'est parti. Donc moi j'ai déjà dit ça, mais vous n'avez pas entendu l'échange avec Amélie. Euh, le manager a des objectifs à atteindre et qui sont pas forcément immédiatement alignables avec des objectifs compréhensibles par l'équipe. Sous-entendu, ou je vais le retraduire, la direction va peut-être pousser des objectifs au niveau du manager qui sont difficilement euh, appréhensibles par l'équipe ou qui n'ont pas de lien direct. Alors, oui, mais Mais enfin, alors oui, je vais déjà répondre par rapport à ce que tu dis. Dans ces entreprises où effectivement on a un ruissellement d'objectifs, c'est-à-dire qu'on définit des gros objectifs au niveau de l'entreprise et de la direction, et puis du coup ça se décline en objectifs dans chaque silo, et puis ensuite ça se décline en objectifs sur les middle managers, et puis ensuite sur sur les collaborateurs. Euh,
Et effectivement, c'est pas toujours facile de comprendre les objectifs du manager et de les relier aussi à son quotidien. Et donc, du coup, l'effort d'explication, il doit être là, en fait. Et c'est que peut-être qu'un objectif qui n'est pas facilement compréhensible n'est peut-être pas un bon objectif en soi. Je sais, voilà, je pose ça là. Moi, je dirais qu'il y a une autre façon de faire que ce ruissellement d'objectifs, en fait. Pourquoi l'équipe ne pourrait pas définir ses propres objectifs qui lui permettent de contribuer à l'objectif global de la boîte? Pourquoi, en fait, ça devrait ruisseler et pas émerger, en fait? Si on a un objectif clair dans l'entreprise, par exemple, je ne sais pas si je prends l'exemple de Spotify, d'amener la musique à tout le monde, à tout moment, etc. Enfin, quand l'objectif de l'entreprise est clair, alors les équipes, par rapport à leurs compétences et à leur savoir-faire, etc., vont être capables de dire, nous, on pense que là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça, c'est notre meilleure contribution qu'on peut faire à l'entreprise, à l'objectif de l'entreprise, en fait. Pourquoi les objectifs devraient être définis par en haut? Pour moi, les dirigeants devraient définir les objectifs de l'entreprise et les managers ont pour boulot, de mon point de vue, de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller expliquer à chacun ces objectifs-là d'entreprise. C'est encore mieux, même s'ils sont co-construits, ces objectifs d'entreprise, cette vision finalement qu'on veut atteindre. Et c'est parce qu'on aura cet alignement que les équipes seront capables de dire, nous, on pense que notre meilleure contribution, c'est ça. Et du coup, on a une meilleure résilience parce que s'il y a des opportunités qui sont identifiées par les équipes, elles peuvent changer leurs objectifs, c'est pas grave en fait, puisque ça continue de contribuer à l'objectif global de l'entreprise. Et c'est ça qui compte. Je sais pas, ça paraît fou ce que je dis ou... Non, moi j'adore quand tu racontes des trucs. Des fois je perds un peu le fil, mais je me rattrape vite. Cet alignement, tu le vois ça, cet alignement entre les attentes de la direction, de la stratégie de l'entreprise, et puis ce qui est attendu au niveau des équipes. Est-ce que tu vois vraiment qu'à un moment, il y a un lien qui est clair, qui est évident dans nos organisations? Parce Non, que dans la majorité des organisations actuelles, non. combien de fois je vois à un moment, en fait, on a un problème à avancer dans le développement produit, parce qu'on n'a pas de lien avec le client, qu'il n'est pas vraiment présent ou qu'on ne s'autorise pas trop à faire ce lien avec le client, entre le client et l'équipe. Hein, ce lien direct, ça doit passer par la stratégie, par toutes les strates de management. Oui. Dans le même temps où on demande aux équipes d'utiliser des approches, je vais appeler le mot moderne. J'ai décidé qu'en 2021, j'ai dit, avant il y avait des façons de faire et maintenant on va aller vers un peu plus d'agilité par exemple. J'ai perdu mon propre fil. C'est une Tu catastrophe. me demandais si globalement Ouais. je voyais dans les entreprises cet alignement entre les objectifs stratégiques de l'entreprise et finalement les objectifs qu'on donne aux équipes et les moyens aussi qu'on leur donne. Oui, parce que ce que je constate, c'est une espèce de dichotomie en fait entre peut-être ce qu'on va attendre de la part des équipes, mais on leur donne pas les moyens de pouvoir y accéder parce que dans la stratégie de l'entreprise, par exemple, eh ben, la relation avec le client, elle n'est pas aussi importante. La relation long terme, j'entends. Hein. Celle qu'on peut Oui, construire avec des équipes qui vont être en lien, dans la confiance, dans la transparence avec le client. mais c'est déjà parce qu'il n'y a pas de confiance envers les équipes. On ne leur fait pas confiance sur le fait qu'ils sont capables d'identifier les meilleures façons d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Mhm. Euh, c'est Steve Jobs, je crois, qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi on dépensait beaucoup d'argent pour embaucher les experts dans un domaine, mais qu'après on leur expliquait comment ils devaient faire leur travail. Mhm. Euh, c'est aux experts, aux gens sur le terrain d'expliquer au management qu'est-ce qu'il y a à faire et au management d'être en support pour aider les équipes à être dans les meilleures conditions possibles pour faire leur boulot en fait. Mais pour ça, il faut faire confiance. Et on en revient toujours à ça au final. Et dans les entreprises françaises dans lesquelles j'ai travaillé, il y a une forme de paternalisme où on ne fait pas confiance aux équipes, on pense qu'ils ne sont pas capables d'eux, qu'ils sont un peu comme des enfants capricieux qui ne pensent qu'à leurs pommes, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des équipes que moi j'ai rencontrées. Donc je ne comprends pas cette croyance-là. Si je vois d'où elle vient, mais
Je Ah, comprends pas pourquoi elles perdurent, en moi, fait. j'en ai rencontré, mais elles ne sont pas arrivées là comme ça. Elles sont arrivées parce que justement, c'est une croyance qu'on renforce avec le management qui considère les gens comme ça, donc il fait tout pour que voilà, les gens deviennent comme ça, parce que je vais Ouais. leur dire quoi faire, je vais les Mais tu sais, on parlait paterner. de parentalité positive dans l'interview. Hmm. Les enfants se conforment à l'image qu'ils pensent que leurs parents ont d'eux. Mhm. Et donc, du coup, si on n'arrête pas de dire à un enfant, de toute façon, t'es malade, enfin, qu'est-ce que t'es maladroit, t'es maladroit, t'es maladroit, bah, il va être de plus en plus maladroit, en fait, juste parce qu'il pense que agir conformément à la vision que son parent a de lui fait que son parent va le garder et va pas l'abandonner, en fait. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Et en fait, dans des organisations où on infantilise les collaborateurs vont avoir tendance à se comporter aussi comme des enfants. Je peux prendre un cas, enfin un exemple. Quand on décide de donner de mauvaises raisons pour une décision parce qu'on pense que les collaborateurs ne sont pas capables de comprendre, ou s'ils comprennent, ils ne sont pas capables de prendre des décisions, enfin, ils seront pas capables d'être d'accord avec des décisions qui vont à l'encontre de leurs propres bénéfices individuels. Ce qui est faux dans la majorité des cas que moi j'ai rencontrés. Enfin, je pense pas que je pense que les gens ont à cœur la durabilité de leur entreprise et sont prêts en fait à prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures pour eux-mêmes individuellement, mais les bonnes pour la boîte. Enfin bon, bref, donc quand du coup, pour leur vendre ces décisions-là, on va leur donner des fausses raisons. Sauf que les gens ne sont pas bêtes et qu'ils vont se rendre compte qu'on les prend pour des cons, et donc ils vont se dire, bah, puisqu'on me prend pour un con, bah, je vais agir comme un con, en fait. Et ça provoque les sales gosses en nous, en fait. Et du coup, et ben, les managers se disent, bah, ah, on a bien fait de leur donner les mauvaises raisons, parce que qu'est-ce que ça aurait été si on leur avait donné les bonnes, en fait. Mhm. Donc, c'est clair que ce problème de confiance est clé. Euh, Moi, j'aime beaucoup lire les histoires racontées par les corporate rebels qui parlent d'organisations progressistes euh, où il y a d'autres façons de faire et ça donne envie, clairement, ça donne envie de bosser dans des boîtes comme ça. Donc, c'est possible de réussir en faisant confiance à ces équipes, en les laissant s'auto-organiser réellement. Euh, mais c'est vrai que ça demande un changement culturel fort du côté des dirigeants, en fait. Le point commun de ces organisations progressistes, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau du dirigeant Mhm. qui a complètement fait shifter la culture. Il a pris conscience de ce qu'était une croyance, Ou alors il a peut-être. installé cette culture-là dès le début de l'entreprise. Ça arrive dans certaines entreprises aussi qui sont des entreprises progressistes depuis plusieurs décennies. Donc elles ont survécu plusieurs décennies Ouais. voilà, en marchant bien. Bon, mais tu as vécu quand même des exemples de boîtes ou d'équipes où la tendance était inversée. La croyance était positive plutôt que d'être négative, avec des résultats à la Honnêtement, clé. Parce que moi, j'en ai vécu, hein. pas souvent. Moi, j'en ai vécu, mais c'est là où je suis passé. Il a Mais tu fallu sais quoi, faire moi, ce travail. oui. Ouais. Alors oui, bah, j'ai parlé souvent de l'exemple de l'équipe Puzzle là, dans l'interview. Pour le coup, les managers laissent l'équipe s'auto-organiser à la fois sur le contenu du produit, sur leur façon de s'organiser en tant qu'équipe, enfin sur beaucoup de choses. Euh, et ça fonctionne. Mm. Parce qu'ils ont compris que l'équipe était totalement capable et que s'ils avaient un beau produit aujourd'hui, c'est parce que l'équipe l'a construit comme ça et pas par des choix managériaux. Donc en fait, ils sont rassurés en fait. Euh, et je pense que cette confiance, on peut l'acquérir progressivement. Enfin, je veux dire, c'est difficile de faire une confiance totale d'un coup quand on a été éduqué par le système à ne pas faire confiance. Enfin, je veux dire, les écoles de management aujourd'hui, elles ne disent pas aux futurs managers de demain qu'il faut qu'ils fassent confiance à leurs équipes. C'est pas ça qu'on leur dit. On leur dit Mm. qu'il faut manager, qu'il faut mettre en place des objectifs, du reporting et qu'il faut les surveiller et parce que sinon les collaborateurs ils glandent, etc., etc. Donc il faut déconstruire ces croyances-là. Et ça peut se faire par de l'expérimentation petit à petit. On peut donner un peu de confiance au début et voir comment ça se passe et y aller progressif en fait et de se dire bah ok le premier test a été validé donc on peut essayer de donner un peu plus de confiance etc etc et accompagner ce fait de donner de la confiance par aussi de la pédagogie sur comment faire. Euh, Moi je repense à cette équipe c'était chez Essilor
où le manager voulait que son équipe soit agile, fasse de l'agilité. Je ne sais pas, c'était un peu, ses motivations étaient un peu particulières, donc voilà, mais il voulait de l'agilité dans son équipe. Et en même temps, il me disait qu'il ne pouvait pas laisser l'équipe prendre des décisions parce que les décisions de l'équipe étaient forcément plus mauvaises que les siennes. Et du coup, moi j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit c'est bizarre parce que s'il l'a jamais fait, comment il peut savoir que les décisions elles vont être plus mauvaises? Et ensuite il y a si l'équipe n'apprend pas à prendre des décisions, il risque pas de prendre des bonnes décisions. En fait, si on leur apprend pas progressivement, je veux dire, ce manager qui avait 20-30 années de carrière, il n'a pas appris du jour au lendemain à prendre de bonnes décisions. Il a pu apprendre progressivement en ayant des niveaux de responsabilité qui ont monté petit à petit. Les équipes qui ont été micromanagées pendant très longtemps et d'un coup on leur dit ok, vous êtes auto-organisés, vous prenez vos décisions, il faut aussi les aider à apprendre à prendre des décisions. C'est-à-dire que quand ils prennent une décision, c'est de dire ok, c'est quoi l'objectif que tu vas atteindre, qu'est-ce qu'on devrait observer, c'est quoi les risques, etc. Apprendre en fait une sorte de démarche de prise de décision pour que l'équipe puisse être meilleure à le faire, s'améliorer progressivement à le faire. Je mets une petite phrase au-dessus à la place des questions. L'équipe est à l'image de ce que son manager pense d'elle. Oui. Donc, c'est pas très compliqué en fait. Et je vais même plus loin, c'est que l'équipe elle est à l'image aussi du manager. Le manager, en valorisant certains comportements et en dénigrant d'autres, dessine la forme de l'équipe. Et donc, un manager qui n'est pas content de la façon dont son équipe fonctionne, il faut qu'il se pose des questions sur lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on apporte normalement à chaque demande de coaching d'équipe. On doit normalement coacher aussi le manager. Et d'ailleurs, en premier, on doit d'abord coacher le manager par rapport à sa demande. On pourrait même se passer de coacher l'équipe si on coach le manager. Complètement. Et je pense que ça va, c'est pas seulement au niveau des équipes. Moi, j'essaye maintenant de travailler au niveau des entreprises parce que, comme on l'a dit dans l'interview, si on agilise des petits bouts seulement, c'est difficile d'avoir les bénéfices de l'agilité. Une entreprise, elle est le miroir de son dirigeant. Et donc, un dirigeant qui est mécontent de certaines choses qui se passent dans son entreprise, il faut qu'il se pose des questions sur lui-même. Quels sont ses propres comportements qui induisent ces choses qui le mettent en colère, qui ne lui vont pas. Et c'est seulement en changeant lui-même, en montrant l'exemple, qu'il pourra arriver à un résultat. Je surveille l'heure, je vois qu'on arrive au terme de ce moment qu'on a prévu. 2 heures, hein 2 heures d'Emilie Esposito, le monde là. Franchement, la planète YouTube. 2 heures d'Emilie Esposito, la classe. Tu veux poser quelque chose? Un truc que tu n'as pas eu le temps de dire? Tu as 1 minute 30. Je dirais que c'est pas toujours facile quand on est seulement un rouage du système d'agir. On a l'impression que ce qu'on fait n'aura pas assez de poids. Je ne sais pas si vous connaissez la fable du colibri, où un jour il y a la jungle qui est en feu et tous les animaux regardent atterrer le feu détruire leur habitat, sauf le colibri qui va chercher de l'eau à la rivière goutte par goutte dans son petit bec pour les jeter sur les flammes. Et les autres animaux lui disent mais tu es fou, pourquoi tu fais ça, ça va jamais marcher. Et le colibri dit ben oui, mais moi je fais ma part. Je pense qu'on a tous les moyens au quotidien de changer les choses. Il faut juste avoir un peu de courage pour commencer et de dire voilà ce que j'observe et voilà pourquoi c'est en décalage et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, etc. Aller poser des questions. On peut tous dessiner en fait le futur de nos boîtes. Chaque action qu'on fait au quotidien, elle compte finalement. Et parce qu'après, on peut inspirer d'autres, donner du courage à d'autres aussi. Et moi, je crois beaucoup au rond dans l'eau en fait. Et plus on va marteler des messages, et plus il y a des chances que ça passe. Même si ça prend du temps, un peu comme une vague qui érode le rocher. Voilà. S'il y a des choses que vous voyez qui vous gratouillent, qui vous dérangent, qui vous paraissent
en contradiction avec ce que l'entreprise dit, quand il y a des décalages entre les mots et les actes, dites-le. De toute façon, si vous vous faites réprimander, c'est que vous n'êtes peut-être pas à votre place dans cette entreprise qui ne veut pas entendre, quelqu'un qui veut du bien à l'entreprise. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Émilie, pour ce temps Avec que grand tu plaisir. nous as donné et pour tous ces enseignements. Merci à vous de l'avoir suivi en direct avec les péripéties. En replay, si j'arrive à couper les péripéties, ce sera peut-être plus agréable à regarder, plus sympa. Merci beaucoup, Émilie. J'espère qu'on arrivera à se croiser physiquement un de ces prochains jours. Un Voilà. jour, quand les Hein, conférences en présentiel reviendront. c'est ça, ça marche. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir.